Monsieur le Président, cher Elio, Monsieur le maire qui me recevait une nouvelle fois à Liège. La dernière fois, c'était lorsque j'étais président de la République. Et je me souviens encore de l'accueil qui m'avait été réservé, de cette foule nombreuse venue à l'hôtel de ville pour saluer une nouvelle fois l'amitié entre Liège et la France. Et aujourd'hui, je reviens à Liège pour célébrer, si je puis dire, un anniversaire, le vôtre, Monsieur le Président, la laïcité ici en Belgique qui a la même valeur, mais a une forme sans doute différente, j'y reviendrai, à ce qu'elle est en France, c'est-à-dire d'abord une loi. Je veux ici saluer de nombreuses personnalités que je retrouve avec plaisir, Madame Allende, parce que nous nous étions retrouvés tellement de fois à Paris, mais aussi au Chili. Et puis, je sais qu'ici, vous avez eu de nombreux débats tout au long de ces 2 jours qui ont donné à la laïcité une flamme particulière, au point que vous avez décidé de lancer un appel, et je voudrais ici vous dire que j'y souscris. Vous m'avez demandé de réfléchir à un sujet qui est sans doute le plus difficile de tous, et pourtant il y en a un bon nombre au niveau européen. Mais associer la laïcité et l'Europe, c'est associer une valeur, un principe qui n'a pas forcément cours de la même manière dans tous les pays européens. Et qu'en plus, bon nombre de pays européens regardent la laïcité comme une religion dont seuls les païens devraient s'emparer pour mieux faire reculer les autres confessions. Et il y a une difficulté pour l'Europe de se doter, j'y reviendrai, de valeurs communes qui voudraient fixer un ensemble de règles pour l'ensemble des citoyens européens. Alors je vais revenir à ce qu'est finalement l'histoire de la laïcité et son actualité en partant d'un point de vue, pardonnez-moi, français. Je ne le fais pas par arrogance, je laisse ça à d'autres, je le fais par esprit simplement de fidélité à ce qu'a été cette histoire. La laïcité, et c'est vrai dans beaucoup de pays, y compris dans le vôtre, la laïcité a toujours été un combat. Un combat pour parvenir à ce que la laïcité soit reconnue comme la condition de la vie en commun et comme un ensemble de règles qui puissent s'imposer à tous. Un combat pour assurer la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire. Un combat pour garantir la neutralité et l'impartialité qui s'imposent à l'État et qui, forcément, doit conduire à ce que l'État ne puisse pas reconnaître ou favoriser un culte en particulier, d'où en France le principe de la séparation des églises et de l'État instauré par la loi de 1905. Un combat aussi pour l'égalité, l'émancipation et la solidarité, dont la connaissance, le savoir, la raison doivent être les leviers. Et c'est pourquoi il est très difficile de détacher, dans l'esprit que je me fais de la laïcité, l'école des valeurs que la laïcité suggère ou parfois impose. Alors ça, c'est ce qui a animé des générations et des générations, en France notamment, pour que la laïcité puisse être reconnue, pas simplement comme une philosophie, comme des principes, comme des valeurs, mais aussi comme des règles de droit à travers une législation. Tous les pays n'ont pas forcément été jusque-là, et j'y reviendrai en Europe, tous n'ont pas consacré le principe de la séparation des églises et de l'État, et c'est bien le problème que nous pouvons parfois rencontrer. Mais tous ont eu aussi à défendre la laïcité contre un certain nombre d'intérêts ou de puissances. D'abord contre la prétention des églises à vouloir dépasser la sphère privée
de la foi pour régir ou influencer les comportements, y compris dans l'espace public. Un combat contre l'obscurantisme, le fanatisme, le sectarisme. Et l'on sait ce que ces dernières années, il a fallu mener ce combat, y compris contre des femmes qui pouvaient être enrôlées ou embrigadées, des enfants, des jeunes filles qui pouvaient être également soumises à des pressions. Il ne s'agissait pas de frapper des personnes ou de les ségréger ou de les distinguer ou de les discriminer. Il s'agissait de défendre des principes et justement de sortir ces personnes de la sphère d'influence dans laquelle elles étaient. Il a fallu aussi, et c'est encore un combat actuel, faire que nous puissions lutter contre les stigmatisations, les discriminations et les ségrégations de toutes sortes au nom de la laïcité. Alors, ce combat-là, combat pour des valeurs, combat contre des puissances, des intérêts et aussi contre le fanatisme et le fondamentalisme, ce combat-là fut sans doute victorieux quand furent votées de grandes lois au début donc, du siècle dernier en France, mais ce fut un combat plus difficile quand il s'est agi de le mener dans un contexte nouveau qui est celui de la présence de multiples confessions maintenant dans nos pays, et notamment du culte musulman. Ce fut aussi un combat délicat à mener dans l'espace européen, parce que le modèle français, même s'il n'avait pas à être regardé comme un exemple, n'était pas forcément celui qui prévalait dans l'histoire de la construction des nations européennes. Ce fut aussi un combat, celui de la laïcité, qui fut parfois incompris, parce que la laïcité fut caricaturée et présentée comme une religion de l'État contre toutes les religions, voire même comme une religion en tant que telle. Caricaturée aussi quand elle fut présentée comme une négation de la singularité ou de la spécificité de certaines cultures, comme si la laïcité c'était l'uniformité alors que c'est l'universalisme, comme si la laïcité devait être une forme de négation de tout ce qui fait la diversité, la pluralité de notre pays, alors que, au contraire, la laïcité en garantit les formes et l'expression. Parce que la laïcité, ce sont des règles de droit qui permettent à chacun de trouver sa place dans l'espace public. Alors longtemps, la gauche, puisque vous avez bien voulu rappeler que j'appartenais à cette famille, c'était difficile d'ailleurs de cacher cette réalité. Même quand on est ancien président, on n'en demeure pas moins socialiste. Bon, longtemps, la gauche en France s'est identifiée au camp laïque, tout en veillant à ne pas en détenir le monopole, car c'eût été, et vous avez bien fait de le rappeler, Monsieur le Président, finalement contrevenir les principes de la laïcité, de penser qu'ils appartiendraient à une famille spirituelle ou à une famille philosophique ou à une famille politique, alors que la laïcité a vocation à organiser l'ensemble de la société et donc à faire qu'il y ait un bloc qui reconnaisse finalement la laïcité comme étant le socle de nos valeurs communes. Alors la gauche pouvait d'autant plus prétendre qu'elle était attachée scrupuleusement, presque affectueusement, sentimentalement à la laïcité, que c'était elle, en tout cas c'était des parlementaires venus de la gauche socialiste, de la gauche radicale, qui avaient écrit les textes qui, encore aujourd'hui, régissent l'organisation de la société française en matière de vie commune. C'était toujours la gauche qui revendiquait ces principes, et c'était la droite qui avait contesté cette conception d'une république intransigeante et qui limitait l'influence des églises, notamment catholiques, et qui avait aussi comme
ambition, cette gauche que la droite contestait, de réglementer ou de régir, voire même de supprimer un certain nombre de financements pour les écoles confessionnelles. C'est pourquoi, en France, la question scolaire a longtemps scandé la vie politique. Il y avait d'un côté ceux qui voulaient supprimer toutes les subventions qui allaient vers l'école privée, et d'autres qui considéraient que chaque parent, chaque citoyen avait bien le droit de choisir l'école de son choix, et qu'il n'y avait pas de raison, ayant pris cette option, d'empêcher que ses parents soient obligés d'acquitter des frais de scolarité trop élevés. Alors, chaque fois que la droite était au pouvoir, souvent en France, elle limitait cette prétention de l'État et des collectivités locales à ne pas financer l'école privée, donc laisser grande liberté aux collectivités locales de le faire. Et lorsque la gauche est venue au pouvoir en 1981 avec François Mitterrand, elle a voulu lancer un grand service public laïque. Et c'est là qu'elle a rencontré une opposition très forte, pas simplement venant de la droite, même si beaucoup de ses dirigeants étaient parmi les manifestants, mais aussi d'une grande partie de la société qui considérait que, certes, la laïcité pouvait parfaitement organiser la société, mais qu'au nom de la laïcité, il n'y avait pas de raison d'empêcher des financements venant des collectivités locales, voire de l'État, pour les écoles privées et donc confessionnelles. Cette guerre scolaire, cette querelle scolaire s'est éteinte en 1984. François Mitterrand y a mis un terme, trouvant ainsi un équilibre. Elle a parfois ressurgi, mais jamais dans les mêmes formes. Ce qui fait que, finalement, après cette période, il était acquis que la France avait accepté un compromis, le compromis étant le suivant: la laïcité comme valeur et principe, instaurant ainsi un état de droit permettant la neutralité de l'État et la séparation des églises de l'État, et de l'autre, un financement, dans certaines conditions, des écoles privées confessionnelles. Mais à partir du milieu des années 80, avec l'affirmation de l'islam et la présence de plusieurs millions de personnes se reconnaissant dans ce culte, avec des pratiques d'ailleurs variant selon les pays d'origine, les rites et les différentes sources d'inspiration, la laïcité, ou à tout le moins ses principes, fut de nouveau questionnée. Comment assurer la présence de lieux de culte pour les musulmans, alors que les règles de financement en France prohibent toute participation publique pour l'édification et l'entretien des lieux de culte? Quelle visibilité accepter pour les pratiquants du culte de l'islam, et jusqu'où tolérer un certain nombre de comportements dans l'espace public, par exemple les prières de rue? Comment organiser le culte musulman et lui assurer une représentativité, mais aussi lui conférer une responsabilité? Enfin, quelle tolérance laisser aux personnes, la plupart du temps des jeunes filles, qui par leur tenue vestimentaire affichent ostensiblement leurs croyances? Devant cette réalité, la société française s'est interrogée. Et les lignes de séparation, les lignes qui jusqu'à présent pouvaient être lues d'un côté la gauche attachée à la laïcité et la droite tolérante à l'égard des manifestations religieuses, ces lignes-là sont devenues plus floues. La gauche elle-même a été traversée par plusieurs sensibilités que l'on peut retrouver dans beaucoup de pays et qui sont notamment apparues lors de la controverse sur le voile à l'école dans les années 90. Une première sensibilité a considéré que les musulmans ne devaient pas risquer d'être discriminés par une application trop stricte des lois laïques et qu'ils avaient donc le droit de marquer leurs différences à condition de ne pas troubler l'ordre public. C'était une sensibilité qui pouvait exister
et notamment chez les élus qui, précisément, dans leur ville, pouvaient avoir une présence de concitoyens de confession musulmane. Une seconde sensibilité a cherché à trouver un compromis au cas par cas en s'appuyant sur l'interprétation des tribunaux, en France c'est le Conseil d'État, au risque d'une lecture partielle, circonstancielle de la laïcité. Exemple encore aujourd'hui sur la question des sorties extrascolaires et de la possibilité donnée ou non pas donnée à des mères de famille de porter le voile pour ces sorties scolaires. On le voit aussi sur les universités où le principe a été d'autoriser que des signes distinctifs puissent être portés dans les universités puisqu'il s'agit de citoyennes ou de citoyens majeurs, comme d'ailleurs d'afficher ses opinions politiques. Mais certains contestent que ça puisse être le cas. Enfin, une dernière sensibilité affirme que la laïcité est en fait la garantie de la liberté, notamment pour les femmes, et une protection de la vie en commun, et qu'il n'y a donc aucune raison d'accorder à l'islam ce qui est refusé à d'autres religions, même si il convient d'organiser le culte musulman pour en faire un instrument de dialogue avec les pouvoirs publics et un cadre de responsabilité pour régir le comportement des fidèles de ce culte. Pendant ce temps-là, la droite et surtout l'extrême droite se sont emparés de la notion de laïcité, du mot de laïcité, pour en faire un instrument de dénigrement de l'islam et pour marquer une intransigeance qui n'a d'égal que la tolérance à l'égard du culte catholique, même lorsqu'il appelle à des manifestations sur la voie publique contre des projets de loi sur notamment le mariage pour tous ou la procréation médicale assistée. Ce qui fait que la laïcité paraît parfois changer de camp, pour ne pas dire changer d'âme. Pourtant, là aussi, il en est qui abandonnent même la laïcité, alors qu'ils devraient en être les premiers défenseurs, pour s'engager contre l'islamophobie, ouvrant ainsi une confrontation autour de la place de l'islam et occultant la question majeure, la seule qui compte, qui est celle de la vie en commun. Les attentats terroristes, dont, hélas, mon quinquennat a été marqué, et qu'on a connu en France et en Belgique et dans d'autres pays. Les attentats terroristes qui ont touché large partie de l'Europe ont donné une nouvelle ampleur à ce débat, avec deux conclusions. La première, c'est qu'il faut nommer l'islamisme comme terreau du fondamentalisme et comme une voie vers le terrorisme. Deuxième conclusion, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans, dont le Dieu a été dérobé par ces fanatiques pour servir la plus sinistre des causes. Voilà les deux attitudes que j'ai eues comme président de la République au moment même où ces attentats se sont produits. Et je considère que, expérience faite, la laïcité est doublement protectrice. Elle garantit la liberté des cultes, et donc le droit, par exemple, des musulmans à pouvoir disposer des moyens nécessaires pour exercer leur foi, mais elle fixe, cette laïcité, des limites pour cet exercice. Elle écarte les provocations qui pourraient consister à humilier les pratiquants d'une religion, notamment dans le contenu des enseignements, dans ce que je disais sur les sorties extrascolaires ou l'alimentation dans les cantines, mais elle ne tolère pas qu'un culte puisse imposer des comportements contraires aux lois ou aux usages, quelle que soit la légitimité au nom d'une foi de ces entorses ou de ces exceptions. Par ailleurs,
Les règles de sécurité exigent une vigilance à l'égard des individus, des groupes ou des lieux de culte pour détecter les phénomènes de radicalisation, y compris au sein des services publics. Ai-je besoin de rappeler ce qui vient de se produire en France à la préfecture de Paris? Ce qui, bien sûr, amène à surveiller un certain nombre de personnes qui peuvent donner des signes de radicalisation, mais à ne pas pour autant considérer qu'un fonctionnaire musulman serait par définition suspect, ce qui serait une extrême atteinte à la liberté, d'où cette recherche permanente de l'équilibre, de la vigilance, mais aussi de la tolérance à l'égard d'une pratique religieuse. Et c'est ce qui fait que les lois laïques ou la laïcité deviennent à ce point importantes, puisqu'elles assurent justement la liberté, la protection et la garantie pour tous de la vie en commun. Et dès lors que ces phénomènes continueront de se produire, que nous n'avons pas terminé, loin de là, avec le terrorisme, que ce qui se passe en ce moment en Syrie avec l'agression de l'armée turque à l'égard des Kurdes qui eux-mêmes ont des djihadistes qui sont dans des camps et qui peuvent demain se retrouver en liberté, vous imaginez avec quelles conséquences? Dès lors que nous voyons bien qu'il y a au Moyen-Orient toujours un certain nombre de foyers qui alimentent le terrorisme, il y est absolument nécessaire que nous puissions, en Europe, définir, au-delà d'une diplomatie qu'il serait souhaitable d'affirmer, mais également de définir des règles qui nous permettent de vivre ensemble, non seulement dans chacun de nos pays, mais en Europe. Alors, j'en viens sur la question de la dimension européenne de la laïcité. Je m'écarte du débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, débat qui a agité pendant des années un certain nombre de polémiques. Nul ne peut nier l'existence des racines chrétiennes, mais personne ne peut non plus considérer que la richesse de l'histoire européenne et la diversité des populations qui en sont le produit, cette richesse mérite également, et cette diversité, d'être reconnue. Non, je veux m'attarder sur la faiblesse des règles communes par rapport aux faits religieux et la diversité des situations. Le Royaume-Uni, vous allez me dire, le Royaume-Uni, bientôt, vivra sa singularité. Le Royaume-Uni s'est fondé sur le multiculturalisme pour affirmer la pluralité religieuse, tout en reconnaissant une religion plus qu'aucune autre, y compris par le monarque qui en est finalement le garant. L'Allemagne a longtemps ignoré la question en renvoyant vers les Länder cette gestion de la vie en commun pour ne sans doute pas réveiller des querelles qui existaient depuis longtemps entre protestants et catholiques avant que la présence d'une forte communauté d'origine turque oblige l'Allemagne, sans compter les réfugiés, à trouver des réponses appropriées et dans un cadre qui finalement relève des principes de laïcité. Certes, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution qui relève de la Convention des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe, a eu à plusieurs reprises à intervenir pour savoir jusqu'où la liberté individuelle pouvait aller et quelles limites l'État pouvait légalement poser dans l'espace public, les administrations ou les établissements scolaires à des hommes ou à des femmes de telle ou telle confession. Et des règles, donc, finalement, pas communes, mais des interprétations de règles nationales ont pu ainsi prévaloir. Il n'empêche qu'il y a une très grande diversité de situations quant à la place des églises. Je l'ai dit, en Allemagne, les églises, on leur reconnaît une mission d'intérêt public. En Italie, il y a un concordat qui dispose que les principes du catholicisme font toujours partie du patrimoine historique du peuple italien. À Malte, le catholicisme est même une religion d'État. En Pologne, l'État
et ça ne remonte pas simplement au gouvernement actuel, renonce à tout contrôle sur l'action des prêtres. Au Danemark, l'Église luthérienne jouit du soutien de l'État et d'un financement par l'impôt. En Belgique, je ne suis pas un spécialiste, et là je m'en garderai bien, mais je crois savoir que les religions bénéficient d'un statut de reconnaissance publique, ainsi qu'une fédération d'associations laïques. Ça veut dire quoi, quand on prend cette diversité? C'est qu'en Europe prévaut une laïcité de reconnaissance du fait religieux, mais aussi, et c'est en ce sens qu'elle peut être également un progrès dans beaucoup de pays, une autonomie de l'État par rapport à la religion. Je ne dis pas une séparation, mais au moins une autonomie. Ce qui permet de garantir les principes fondamentaux de liberté, de non-discrimination, mais pas toujours de répondre aux incursions du religieux dans l'espace public et aux formes ostentatoires d'adhésion à un culte. Dans certains pays, l'idée même de surveiller, voire d'intervenir dans des lieux de culte, heurte des consciences, ce qui fait qu'il n'y a pas de prévention particulière par rapport à une religion. Or, c'est parfois nécessaire. Et puis, il y a des religions qui se voient donner, attribuer un rôle, y compris dans la préparation d'un certain nombre de textes, voire même dans l'influence de comportements. En fait, la laïcité telle qu'on bon nombre de pays européens la considèrent relève d'une conception philosophique qui est souvent mise à côté du monde religieux, comme s'il y avait les religions et la laïcité sur le même plan. Alors que, pour ce qui me concerne, et ce qui est, je pense, la tradition que vous pouvez représenter, c'est que la laïcité, c'est un ensemble de règles supérieures et englobantes par rapport aux religieux. Non pas pour nier la religion, mais pour faire que les religions et les croyances, les convictions puissent vivre ensemble. La laïcité, ce n'est pas pour limiter le fait religieux, c'est pour limiter la prétention du fait religieux à venir dans la société. La laïcité, comme nous l'avons répété plusieurs fois, n'est pas une religion, c'est une conception de l'État et de la vie en commun. Et elle doit donc agréger, elle doit rassembler, elle doit réunir, et en aucune façon, elle ne peut être assimilée à un courant de pensée. C'est la pensée commune. Le modèle français, j'en ai bien eu conscience lorsque j'ai exercé la fonction de président de la République, le modèle français de laïcité est parfois regardé comme l'expression d'une méfiance à l'égard des religions. Même si, vous l'avez quand même relevé, pour les cérémonies, hélas, au moment des disparitions des présidents de la République, ça se finit toujours dans un lieu de culte. Donc, à aucune manière, la façon dont les présidents successifs ont voulu que l'État puisse fonctionner et puisse agir n'était contraire pour eux à leurs propres croyances. Mais leurs croyances ne les amenaient pas à vouloir la faire apparaître lorsqu'ils étaient eux-mêmes en responsabilité. Donc ce n'est pas une méfiance à l'égard des religions, non. Le modèle français, si je puis dire, c'est un cadre juridique qui est efficace contre les groupes sectaires et les expressions radicales de l'islam. Et je veux ici y revenir. Parce que, en l'occurrence, il faut avoir les idées claires. L'islamisme n'est pas une religion, c'est l'islam la religion. L'islamisme, c'est une idéologie qui s'attaque directement à la laïcité. La laïcité reconnaît les religions, mais pas les idéologies. Et la laïcité ne peut pas être évoquée pour protéger l'islamisme, pour protéger le culte musulman dans son expression, oui, mais pas l'islamisme en sens qu'il, lui, propose une vision du monde, une idée de l'organisation sociale et de la relation entre les sexes contraires à nos valeurs. Et la laïcité ne doit jamais apparaître comme une forme d'impuissance. Au contraire, la laïcité, c'est un élément qui, à un moment,
au nom de la liberté, peut aussi interdire et sanctionner. Et c'est la raison pour laquelle la laïcité doit être une valeur enseignée et portée pour précisément qu'elle n'apparaisse jamais comme pouvant menacer quelque liberté que ce soit. Alors, il est, à mon avis, décisif qu'à l'échelle de l'Europe, en respectant les spécificités, les traditions nationales, soit érigée une charte rappelant les principes qui fixent les valeurs non négociables, comme un pacte citoyen européen laïque, garantissant la liberté d'expression, l'égalité femmes-hommes, la liberté de pensée, de conscience, de religion, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de pratiquer une foi en privé comme en public, mais dans certaines limites. Beaucoup de ces principes se retrouvent déjà dans la Déclaration européenne des droits de l'homme. Mais je pense que l'affirmation dans un document de ce qu'est la laïcité, de ce que sont ces principes, serait dans la situation que nous connaissons particulièrement opportune. Et ce serait parfaitement compatible avec le traité de Lisbonne, qui organise un dialogue ouvert, transparent, régulier avec les religions et les organisations laïques dont l'Europe reconnaît leur identité et leur contribution spécifique. Moi-même, quand il s'est produit un certain nombre d'événements particulièrement graves, j'évoquais les attentats, mais aussi lorsqu'il y a eu des profanations, lorsqu'il y a eu des atteintes contre des lieux de culte, il m'est arrivé de recevoir à l'Élysée les représentants des cultes. Ce n'était pas me mettre en dehors des règles laïques. Je recevais précisément des institutions qui avaient une certaine capacité pour parler, et notamment à leurs fidèles. Mais il ne s'agissait pas de me soumettre à quelque influence. Il s'agissait à un moment de montrer que la communauté nationale était réunie et que les religions avaient leur place, mais qu'elles ne pouvaient pas prétendre représenter la société sur le plan politique. J'ai eu à me confronter à un certain nombre de tentations ou même de manifestations inspirées par la hiérarchie catholique. J'évoquais les manifestations qui ont eu lieu contre le mariage pour tous. Je savais bien qu'il y avait une influence très forte de la hiérarchie catholique, mais qu'il y avait aussi du côté d'autres cultes les mêmes réserves, qui ne pouvaient pas forcément trouver les mêmes expressions, mais qu'il s'agissait là, pour ce qui me concerne, de faire prévaloir un engagement que j'avais pris, une attente au nom de l'égalité, et que le Parlement devait consacrer en matière de loi. Donc, il est possible d'avoir un dialogue avec les religions. Parfois, il peut être, comme je l'ai dit, un frottement, mais il s'agit de montrer qu'il y a des règles qui nous déterminent et qui nous emmènent collectivement. Et de la même manière qu'on reconnaît le dialogue, il n'y a pas de droit sans devoir. Et il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans responsabilité. Et que de ce point de vue, il est très important que des principes puissent être rappelés. Voilà pourquoi je souscris à votre appel, l'appel donc de Liège, car la laïcité, comme principe fondateur de l'état de droit, est indissociable de la démocratie. La laïcité est la reconnaissance et la garantie de la liberté et de l'harmonie. Et si nous voulons considérer la période que nous traversons depuis déjà plusieurs années, et qui s'est sans doute encore intensifiée dans ces extrêmes ces derniers mois, c'est une période où la démocratie est directement la cible, où la démocratie n'est pas aussi solide qu'on pourrait le croire, et en tout cas ses adversaires l'estiment vulnérable. Il y a beaucoup d'adversaires de la démocratie. D'abord, il y a des pays qui ne sont pas démocratiques. Et puis, il y a aussi des courants d'influence. Et puis, il y a ceux qui considèrent qu'aujourd'hui,
la démocratie n'est plus la meilleure forme de représentation du peuple. Ça existe, y compris en France. Donc, nous sommes en face de forces qui veulent s'en prendre directement à la démocratie. Parmi ces forces, il y a l'islamisme et il y a l'extrémisme, qui ont le même objectif: diviser, empêcher la vie en commun et attaquer les principes essentiels de la démocratie. D'où l'enjeu d'inscrire les principes de laïcité, comme vous le demandez, dans les traités internationaux et aussi les règles européennes. Et la laïcité, ce n'est pas un mot réservé à certains pays, ce doit être une valeur que la communauté internationale doit porter. Ça sera compliqué, car il y a des États religieux, il y a des États autocratiques. Mais je pense que ce combat-là, puisque j'évoquais la laïcité comme un combat, ce combat-là doit être mené. Toutes les valeurs que nous pensons pour toujours établies sont fragiles. La démocratie, la liberté que nous avions pensé un moment accomplie à mesure que les dictateurs ou les dictatures s'effondraient, que le mur de Berlin lui-même s'écroulait, nous pensions que nous allions vivre un monde où nous connaîtrions nécessairement une démocratie universelle. Tel n'est pas le cas. Donc ce combat-là, il faut le poursuivre, le mener et le faire avec d'autant plus de force et de courage que nous avons devant nous, parfois à côté de nous, des ennemis qui veulent détruire ce à quoi nous croyons. Merci. Monsieur le Président, comme il y a un instant, le président Henri Barthélemy Hussein a pu le faire, et Madame la présidente du Sénat du Chili, Madame Isabelle Allende-Boussi, la laïcité belge souhaite vous offrir ce triangle rouge, symbole de résistance, comme il a pu l'être en son temps pour les prisonniers politiques.